Et bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Après la thèse avec une invitée tout à fait spéciale aujourd'hui. Cécile, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, donc aujourd'hui, on va discuter avec Alexa. Donc maintenant, elle est chercheuse au CNRS, mais son parcours, il n'a pas été simple. Et en fait, elle va nous raconter sa thèse, mais aussi toutes ses galères, et puis son départ aux États-Unis un peu sur un coup de tête, pour au final y rester 10 ans. Et tout ce que ça a changé pour elle, finalement, ce voyage. Et on parle aussi des différences entre les systèmes français et américains, de recherche, hein, bien sûr, mais aussi de ce que ça fait de traverser finalement une thèse quand tout se passe pas comme prévu. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Après la thèse en compagnie bien sûr de mon acolyte de tous les jours Cécile. Comment ça va Cécile? Ah bah, ça va super, et toi? Eh bien très bien, aujourd'hui plus que ravi, on reçoit Alexa, en direct de Montpellier, elle aussi. Alexa, bonjour à toi. Ouais, bonjour à toi, bonjour à tous. Comment tu vas Alexa aujourd'hui? Il fait beau? Et bah, plutôt pas mal, il fait beau, un peu trop chaud pour moi, mais ça va Eh bien. beh, justement, et beh, c'est là peut-être le seul point météo qu'on aura puisque maintenant on ne fait plus de point météo dans ce podcast, on l'a C'est vrai, je décidé me avec suis dit: Cécile. «Ça y est, il y revient». Non, On sait pas j'y reviens pourquoi, il pas. y a eu, Non, mais parce que j'ai chaud et il se trouve que, les c'est gens vrai. doivent le savoir parce qu'encore une fois, je ne veux pas mentir aux gens. Alexa est dans le bâtiment en face de là où je suis. Donc, j'ai même Exactement. couru Mais encore, nous, on a la clim, je crois, contrairement à vous, ce qui est non quand même si, tu un rigoles ou quoi? avantage. Si, si, elle Ah elle est non! là-haut, elle est là-haut. Elle est là-haut. Oh non, je l'ai juste pas activée encore. Mais donc voilà, donc j'ai encore couru à travers les bâtiments pour ramener un micro de bonne qualité parce que, Alexa n'avait pas le sien à disposition malheureusement. Donc voilà. Écoute Alexa, on va commencer directement par une sorte de petite fiche d'identité. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu, en quoi tu as fait ton doctorat? Tu l'as passé en quelle année? Où ça? Enfin, cette fiche, un peu doctorale. Ouais, alors, bah, ça commence un peu à dater maintenant. Donc, moi, je suis chercheuse au CNRS. Je travaille sur, l'évolution, donc une discipline qui s'appelle l'Evo-Devo, donc comprendre l'évolution en regardant le développement des espèces, et plus particulièrement sur les chauves-souris parce qu'elles sont très diverses, et que, je m'intéresse globalement aux grandes règles qui permettent de comprendre comment les espèces se diversifient. Voilà, donc du coup, bah, c'est beaucoup d'expériences au labo et beaucoup de travail sur le terrain aussi. Je vais dans les Caraïbes et cetera. Mais avant d'en arriver là, donc j'ai fait ma thèse que j'ai soutenue en 2013, et là, je travaillais pas du tout sur les chauves-souris et pas du tout, sur les espèces sauvages. C'était de l'Evo-Devo aussi, mais sur les espèces, bah, sur la souris globalement. Et j'ai fait ma thèse à Lyon, à l'École normale supérieure, et donc j'ai soutenu en 2013. Après, je suis partie en postdoc aux États-Unis. Alors d'abord dans les champs de maïs paumés dans l'Illinois, à 2 heures et demie au sud de Chicago, dans le laboratoire de Karen Sears, où là, j'ai commencé à travailler sur les chauves-souris et transposer, en fait, tout ce que je faisais en thèse un peu, bah, aux chauves-souris. Et après 2 ans et demi, je suis partie à Los Angeles parce que ma chef, donc Karen Sears, ma PI, a bougé là-bas. Et là, j'ai pu commencer, un nouveau projet qui est cette fois un projet que j'ai complètement bâti de zéro, qui était autofinancé, où j'ai gagné vraiment en indépendance. Et donc j'étais un peu chercheuse indépendante dans ce labo, les dernières années où j'étais là-bas, pour finalement, bah, rentrer au CNRS donc j'ai eu le concours en juin 2023. J'ai commencé en janvier 2024 à l'ISEM, donc l'Institut des sciences de l'évolution de Montpellier, où je travaille toujours sur les chauves-souris, toujours en Evo-Devo, et je continue un peu tous les projets que j'ai mis en place, bah, toutes ces dernières années. Bien écoutez, c'est le podcast le plus rapide de l'histoire. C'est ça, c'est fini. Bonne journée. Donc, Voilà. non mais c'est parfait parce que comme vous savez, au début, avant, on se parle un peu en off et il y a certains éléments, on ne sait pas comment on va les amener. Donc je vais l'amener directement comme ça, c'est fait. Vous aurez remarqué que Alexa a l'habitude, de cet exercice et de se présenter. Ce qui fait que du coup, on va pouvoir directement passer sur cette phase avant de revenir sur notre trame narrative, Ouais. qui est que Alexa co-anime avec, tout un groupe, alors si je dis pas de bêtises, de chercheurs et de chercheuses aussi, un Alors, podcast? pas uniquement en fait, il y a des OK. chercheurs, il y a des chercheurs et des chercheuses, il y a des gens qui sont pas forcément scientifiques au départ, mais qui sont, bah, on va dire amateurs éclairés. Ce qui est intéressant parce que des fois quand on vulgarise, bah, si on a que des gens, des chercheurs, bah, on va un peu trop loin. Et on a aussi des gens qui sont animateurs scientifiques, et médiateurs scientifiques, par exemple au Palais de la Découverte.
Voilà, donc on a tout un éventail de personnes et on a un peu toutes les disciplines. Donc on a des gens qui font des sciences humaines un petit peu, mais beaucoup de sciences dures après, des maths, de la biologie, de la physique, de l'astrophysique, de la chimie. Voilà, donc ça balaye assez large. Et le nom du podcast? Alors le nom est assez, générique, il s'appelle Podcast Science, mais c'est un podcast qui a été créé il y a 14 ans. Donc c'était, en fait un peu avant toute la grande vague des podcasts, qu'on connaît, par Alan, le fondateur, qui est suisse d'origine et qui, lui est un passionné de science. C'est un podcast qui est francophone ou qui est aussi anglophone? Non, il est OK. francophone. Alors, il y a eu quelques épisodes, avec, des interviews, de gens non francophones, très rares. Non, non, c'est majoritairement francophone. OK. Et c'est sur quelle plateforme? Alors on est partout, vous pouvez nous trouver partout, Spotify, Deezer, voilà, YouTube même, on est Ils sont vraiment très meilleurs que large, nous quoi. parce que nous, on n'a pas 10 heures. Mais Ah oui, c'est ah ben vrai. ça, bon, ça c'est ma hantise, c'est le seul truc sur lequel je n'arrive pas à publier automatiquement avec les autres, donc c'est pour ça que pour l'instant Deezer n'existe pas. Alors on peut il y a des trips, je crois, pour, faire ça, mais ouais, ouais, non, je crois qu'on a je sais plus ce qu'on avait fait, mais ouais, évidemment, Apple Podcast aussi, je l'oubliais, parce que je suis pas une Apple fan, mais oui, enfin partout, donc voilà. On va dire qu'on a rien OK. entendu. Alors, non, non, je rigole, je rigole, je rigole. Mais c'est vrai que nous, on anime le podcast avec toute la plateforme de Spotify, ce qui nous permet automatiquement de diffuser sur, Amazon, Apple, tout ça, et cetera. Mais Deezer fait pas partie On est du sur Amazon système. aussi, Ouais, ouais. je Oui, doute. du package, Sur ouais. Amazon, j'imagine aussi. Mais c'est vrai que voilà, Deezer malheureusement fait pas partie de ce ils sont pas pluggés à ce système-là. Donc, voilà. Alors j'avais une question là pour reprendre un petit peu notre trame narrative. Pour revenir sur la «fin de thèse» entre guillemets, Mmh. qu'est-ce qui s'est passé le jour où tu apprends d'abord que tu es docteur? Ah bah ça c'était, ça a été l'aboutissement en fait d'un vraiment d'un but qui a été assez long. Moi je pense que je faisais partie de ces gens qui en thèse avaient un gros syndrome de l'imposteur et c'est vrai que, quand j'en parle avec des doctorants aujourd'hui, ils me disent: «Ouais, mais bon, tu as réussi, machin» et donc c'est pas forcément un truc dont on se rend compte après tout ce temps. Mais vraiment c'était enfin pour moi, c'était pas forcément gagné tout de suite, que j'allais, voilà, soutenir et tout et du coup c'était bah, beaucoup d'indécision, beaucoup de me dire que j'étais pas forcément au niveau, que j'y arriverais pas ou des choses comme ça et bon, d'y aller quand même, parce que j'adorais ça et donc je sais pas, le moment de la soutenance, quand on m'a dit: «Voilà, tu es docteur, c'est bon», c'est vraiment beaucoup d'émotions, je trouve. Parce que c'est l'aboutissement, voilà, de tout ce travail, d'un cheminement aussi intellectuel qui arrive un peu à son terme et c'est ouais, c'était un super moment, vraiment. Tu as toujours voulu, faire de la recherche et ça comme recherche ou, tu es tombée là-dedans un peu par hasard ou ça s'est passé comment? Bah, un peu un mix des 2. En fait, quand j'étais gamine, je voulais être astronaute et j'adorais les sciences déjà. J'étais genre, je sais pas, mes parents m'avaient acheté Méga Histoire et Méga Sciences et on peut voir les 2 bouquins. Il y en a un qui est corné et l'autre qui a pas beaucoup été touché. Bon, bah, voilà. Clairement, j'avais cette appétence-là, mais moi, j'adorais, voilà, l'univers et tout et puis j'étais nulle en physique, donc je me suis dit: «Bon, ben, voilà, c'est fini en fait» et j'aimais bien la biologie, la géologie, mais après, voilà, j'ai eu une grosse perte de confiance au lycée. Je me disais: «Bon, ben, je savais pas trop, j'ai personne dans le milieu de la recherche autour de moi, donc je pense que j'avais pas vraiment l'idée» et puis, j'étais là: «Bah, si j'enseigne, ça pourrait être bien» et j'ai un prof de lycée qui m'a dit: «Mais pourquoi tu vas pas en prépa, en fait, en terminale? Là, tu as plutôt des bonnes notes, tu devrais aller à l'ENS parce que, bah, si tu veux enseigner et puis si tu aimes les sciences, c'est bien». Et moi, je savais pas trop, en fait, vraiment enfin, où j'allais et je me suis dit: «Bah, ouais, go, allez, hop» et et puis, en fait, ça a marché au final. Mais c'est vrai que c'était pas spécialement, voilà, aussi calculé et quand je suis arrivée à l'ENS, là, j'ai vraiment découvert les cours de type fac et en fait, j'étais là: «Mais c'est trop bien, la recherche avec les premiers stages» et c'est là où ça m'a plu. J'étais en biologie, j'ai failli revenir vers la géologie un moment, il y a eu beaucoup d'hésitations et je me suis dit: «Ouais, mais comme tu es nulle en physique, la géole, ça va pas le faire» et donc du coup, même jusqu'à la thèse, hein, j'étais là: «Est-ce que je vais retourner un peu plus vers l'astrobiologie?» J'ai failli faire une thèse en géochimie et finalement, je suis restée en bio. Et puis après, une fois que j'étais en bio, bah, voilà, c'est vrai que j'ai découvert plein de choses dans l'évolution qui me plaisaient énormément et j'ai continué comme ça, mais c'est vrai que je pense que j'aurais peut-être pu décider plus tôt de mon chemin si j'avais eu plus les clés à ma disposition de où aller, comment, quels étaient les parcours aussi, pour y aller. Gros souci de toujours un problème d'orientation en France sur ces sujets-là, hein.
Ça, c'est sûr et certain. Juste pour préciser au cas où, même si peut-être celui-là est connu, ENS, hein, donc c'est l'École normale supérieure, que tu as Ouais. fait à Paris, du coup, j'imagine? Ou pas Non, forcément? à Lyon, Ah, à à Lyon, Lyon. OK, OK, OK. Ouais, ouais, à Lyon. OK. Non, mais tu es lyonnaise, donc de base? Non, non, alors moi je suis originaire, de la montagne en fait, et après j'ai vécu, une enfance un peu entre la montagne et la région parisienne au gré de voilà, des boulots, de ma famille et tout et donc du coup de non, non, je suis pas lyonnaise d'origine, donc je suis arrivée à Lyon en fait, pour mes études et j'avais vraiment aussi envie de me rapprocher de la montagne, des Alpes, d'où je venais. Donc, quelque part, c'était bien d'avoir Lyon parce que je pense pas que je serais restée, en région parisienne. Et au niveau donc du coup, tu parlais de post-doc qui sont partis directement aux États-Unis. Donc, est-ce que tu l'as enchaîné dans la foulée de ton doctorat? Ou est-ce qu'il y a eu un petit gap un peu, le temps de le trouver peut-être, de le chercher ou quoi et cetera? Est-ce que ça s'est fait naturellement ou est-ce qu'il y a eu je sais pas, un petit temps, voilà, de recherche avant d'arriver aux Ouais, États-Unis? bah, il y a eu un temps de recherche. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai soutenu ma thèse, mes papiers alors, en fait, quand on soutient sa thèse, on a des publications et il faut avoir des publications en premier auteur, pour être capable de prétendre à des bourses et des choses comme ça. Et en fait, moi, mon gros papier de thèse, même, il était pas encore, il était soumis, mais il était pas encore accepté et donc j'étais pas forcément hyper compétitive. Ma thèse s'est pas très bien terminée non plus, donc psychologiquement, c'était un petit peu difficile et j'ai eu une période, en fait, de chômage de quasiment 1 an avant de partir. Pareil, ce qui était pas simple, grosse remise en question, est-ce que je pars faire du ski? Est-ce que je reste dans la science? Enfin bon, c'était pas forcément si simple et au final, j'ai fini par, mes papiers après qu'ils ont commencé à sortir et là, j'ai envoyé des candidatures. Je savais que je voulais partir, à l'étranger dans un pays anglophone pour vraiment, voilà, devenir vraiment complètement bilingue et ouais, j'avais envie de partir parce que c'est génial de voir un peu ce qui se passait ailleurs et donc il s'est passé 1 an entre ma thèse et mon départ, aux États-Unis. Ta thèse, elle s'est mal, finie, dans le sens, tu envie de quitter ce labo, tu envie d'aller ailleurs, en fait? Ouais, alors les 2, en fait, 2 différentes choses. Donc j'ai les 3 premières années de ma thèse, c'était vraiment super, et ensuite on a déménagé dans un autre bâtiment, donc on s'est retrouvés à proximité d'équipes avec d'autres personnes et là, en fait, j'ai eu un harcèlement très fort, de la part un peu généralisé et c'était hyper compliqué à vivre parce qu'en fait, bah, on remettait en cause soit mon niveau scientifique, soit, ouais, aussi juste, des trucs comme au collège, en fait, quand Oui, c'est ça. on arrive dans une salle et les gens rigolent, on sort, les gens enfin, voilà et des attaques à tous les niveaux. Moi, j'ai même été jusqu'à déposer des mains courantes et cetera et ouais, ouais et en fait, ce qui est, je pense, a changé et change aujourd'hui, c'est je pense pour ça que j'en parle aussi, en fait, à l'époque, j'ai été voir le médecin du travail 3 fois, pour raconter ces histoires, dire que ça se passait mal, Mmh. dans un état de déstress assez évident et en fait, la seule chose qu'on m'a dit à l'époque, c'est: «Mais vous avez des pensées suicidaires?» Je Ouais. suis là: «Non, non, non, ça va». «Bon, bah, ça va, il y a juste 9 mois à attendre, ça ira» Mais bah, oui. et il ne s'est rien passé et pareil, quand j'en avais parlé à l'époque, aux institutions, bah, en fait, la première fois, bon, j'avais eu de l'écoute. La deuxième fois, j'avais en face de moi un homme de 55-60 ans qui m'a juste démolie sans crier, Mmh. sans rien, mais juste, je dérangeais et voilà et en fait, j'avais reçu un mail du CNRS me disant que, bah, que voilà, il prenait note, mais en fait, il s'est rien passé et c'est vrai que c'est hyper dur, je pense, quand on a cet âge-là aussi, entre 25 et 30 ans, qu'on est assez jeune encore finalement. On a beau se dire: «Je fais face», en fait, ça a des conséquences après, assez long terme. Et c'est pas normal et je pense que ça change aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'écoute. Mais toutes ces problématiques-là, elles étaient en tout cas moins prises, moins comprises à l'époque et moins prises en compte et j'espère que ça change. Oui, c'est Mais ça, parce que je t'entends dire: «Je ça change, j'espère que ça change». Est-ce que tu penses vraiment que ça change aujourd'hui? oui, alors, j'ai des exemples autour de moi, je vais pas en parler en leur nom, je pense que c'est des gens qui ont pas envie d'en parler en plus. Mais oui, oui, il y a des procédures dans des universités. Alors en France, j'ai moins d'exemples. Là, la personne à laquelle je pense, c'est à l'étranger, où la personne a été, vraiment identifiée et va être mise, peut-être pas hors d'état de nuire, mais en tout cas surveillée Mmh. et en tout cas n'aura plus forcément d'étudiants et cetera. Donc
Après, dans mon cas, moi, c'était différent vu que c'était un peu généralisé. Voilà, les rumeurs qui se propagent, je pense que c'est des choses, c'est plus dur aussi à, à combattre. Mais ouais, je pense que ça évolue quand même. En tout cas, les gens en parlent plus. Et je pense qu'aujourd'hui, les médecins du travail, les institutions écoutent un peu plus les témoignages de ce genre. Alors qu'à l'époque, bon, moins, je pense. Oui, oui, mais ça rejoint une discussion que j'ai eue avec un collègue ce matin où on parlait exactement de la même chose et on disait que ça évolue lentement, mais c'est sur le bon chemin. Est-ce que c'est en partie à cause de ça que tu es parti à l'étranger ou est-ce que c'était vraiment une volonté finalement d'apprendre autre chose, de te perfectionner aussi en anglais, de voir un peu un autre système ou est-ce que c'était, ça peut être pour plein d'autres raisons, hein, Oui, non, j'avais vraiment envie de partir. Je pense que j'étais à un moment de ma vie où j'étais là, bah, c'est super d'aller voir ce qu'il y a ailleurs, notamment pourquoi pas, enfin je visais États-Unis, Canada parce que je voulais aller loin, mais dans un pays aussi où je pouvais parler la langue. Parce que voilà, je me suis dit: «Faire de la science, c'est déjà enfin, il y a déjà beaucoup de choses, autant le faire dans un voilà, dans une langue qu'on comprend». Et donc voilà, j'ai regardé surtout États-Unis, Canada, et ouais, pour avoir une nouvelle expérience vraiment. Après, c'est vrai que quand je suis partie, par contre, je disais: «Je reviendrai jamais en France». Bon, finalement, voilà, je suis revenue, mais pendant longtemps, j'étais là, mais en fait, j'ai pas envie de revenir dans ce climat-là, mais pourquoi, clairement. hein? Bah, parce que j'étais là, en fait, les institutions ont rien fait quand il y avait des problèmes, Ah oui. même quand on ouvre, et ouais, et je me disais, j'ai pas envie de me reconfronter à ça, en fait, à Mmh. la politique, aux choses comme ça. Alors justement, je me permets de continuer de rebondir sur le déplacement de longue durée aux États-Unis, pour, repartir aussi sur une note un peu de fonctionnement et voir un petit peu justement ces différentes différences pardon, qui peuvent expliquer aussi à la base, en tout cas, pourquoi tu voulais pas, revenir. En tout cas, qu'est-ce que tu as trouvé de chouette, aux États-Unis? Tu parlais donc en introduction que tu as commencé vers Chicago. Bon, je resitue, hein, parce que les États-Unis, tout le monde ne les situe pas, moi le premier. Pour après aller en Californie, bon celui-là encore ça va, Los Angeles. Mais, parce que tu as suivi donc ta PI, donc PI on le disait en off, donc c'est Principal Investigator. En gros, c'est la directrice, de Je dirais chef ouais, d'équipe. de son propre labo parce que le système tu vas nous l'expliquer justement, le système aussi des labos comme, les gens qui nous écoutent peut-être qui connaissent que le système français, voire peut-être un peu européenne dans l'absolu, ne connaissent peut-être pas comment ça fonctionne aux États-Unis. Donc est-ce que tu peux nous expliquer justement pourquoi tu as bougé d'État? Parce que finalement tu as changé d'université, mais tu as pas changé de labo. C'est ça qui est un peu chelou, entre, quand on connaît pas Ouais, c'est forcément le ça. système. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne? Comment ça a fonctionné dans ton cas, en tout cas? Ouais, alors en France, souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a, un directeur de recherche qui chapeaute un peu un labo où il y a plusieurs chercheurs à l'intérieur qui ont chacun leur thématique. Bon, ça, c'est le système français, le directeur de recherche a plus ou moins d'impact suivant les labos en France. Il y a plein de contextes différents. Aux États-Unis, c'est vraiment il y a un chercheur qui a sa petite équipe avec les postdocs, les thésards et éventuellement les stagiaires, et voilà. Et donc la personne a son équipe, et il y a une personne qui est un peu le chef et les gens en dessous qui ont pas de poste Ah, permanent. c'est ça qu'on appelle un Heu, laboratoire du coup aux États-Unis. Ah, c'est littéralement ça. entre guillemets. Alors après, c'est pas comparé avec notre système parce que c'est un peu différent. Mais Ouais. voilà. Alors ouais, c'est vrai, quand on dit My Lab, ça veut dire mon équipe, en fait. Je pense qu'on Ah, traduirait ça par mon équipe. Après, les équipes sont, regroupées en départements aux États-Unis. Par exemple, moi, j'étais toujours dans des départements d'écologie et évolution, qui eux-mêmes font partie d'une plus grande unité, en général biologie, enfin ça dépend, voilà. Et donc en fait, ma chef, elle, donc on était d'abord à l'université de l'Illinois, à Urbana-Champaign, et ensuite, bah, elle a eu une nouvelle offre ailleurs, à Los Angeles, à UCLA. Et dans ces cas-là, elle nous a dit: «Voilà, bah, en fait, moi, je bouge, donc si vous voulez garder vos contrats, il faut bouger avec». Alors, en général, bon, bah, voilà, parfois ça peut être, les étudiants en thèse, eux, ils peuvent choisir de rester en général parce qu'ils appartiennent à un PhD programme d'une certaine université, et dans ce cas-là, ils peuvent changer de chef ou un management à distance, et cetera. Moi, c'est vrai qu'après 2 ans et demi dans l'Illinois, j'étais aussi contente de découvrir un nouvel endroit. Donc du coup, bah, voilà, UCLA, ça paraissait plutôt pas mal, donc j'ai bougé avec elle. mais c'est vrai que Oui, surtout qu'au niveau État, c'est pas les oui, mêmes, hein. c'est ça. J'allais dire, on t'aurait proposé bon, il y avait d'autres États moins charmants, quoi, disons.
Aux États-Unis. Après, cela dit, en fait, j'ai vraiment pas du tout aimé Los Angeles et pour le coup, au niveau des gens, je préférais largement en Illinois. Niveau, voilà, gentillesse, ouverture d'esprit des gens et tout. Mais après à la Californie, c'était cool pour d'autres raisons, pour la nature autour et cetera. Mais en fait, je suis vraiment contente d'être arrivée aux États-Unis par le Midwest, parce que en fait, c'était génial pour arriver, découvrir des gens, rencontrer des gens. C'était beaucoup plus simple paradoxalement qu'à Los Angeles. Et du coup, aux États-Unis, parce que, comme le système est aussi, différent, donc tu y es quand même resté, longtemps, tu as dû y rester, Ouais, 10 ans, non? 9 ans, Voilà, ouais. un peu Quasiment moins de 9 10 ans, ans, ouais. OK. Ouais. Et donc du coup, tu as fait 2 ans à Chicago, enfin pardon, excuse-moi, mais dans l'Illinois et donc les tous les autres années, donc les 7 années, Ouais. suivantes là, ou quasiment en Californie. Du coup, il y a eu aussi une forme de progression de carrière, à tel point que est-ce que tu as pu avoir, chose qui est pas, en tout cas administrativement possible en France, est-ce que tu as pu avoir tes propres projets de recherche avec tes propres financements? Comme si par exemple tu avais une ANR, donc une bourse de l'Agence nationale de la recherche française. Sauf qu'une ANR en France, on ne peut pas l'avoir si on est en postdoc, il faut qu'il y ait quelqu'un de permanent. Alors qu'aux États-Unis, je crois savoir que le système est différent. Peut-être que ça varie en fonction des États. Mais en tout cas, voilà, est-ce que tu as eu la possibilité d'avoir tes propres sous de recherche où tu es quasiment PI toi-même, ou co-PI, ou des choses comme ça? Oui, alors en fait, c'est même, je pense que ça peut être le bon moment de parler de ça aussi. En fait, aux États-Unis, les étudiants sont aussi, même quand ils sont en thèse, il y a un côté autonomie, qui arrive même bien avant, puisque les étudiants peuvent, souvent la première année, alors ça dépend des labos encore une fois, peuvent brainstorm leur propre sujet de recherche. Les thèses sont beaucoup plus longues, elles peuvent durer 5, 6 ans par exemple. La première année, ils peuvent chercher leur sujet de recherche et après ils peuvent, appliquer, comment on dit? Postuler, pour avoir leur propre bourse de thèse, donc comme en France, mais vraiment ils ont designé leur projet eux-mêmes, quoi. Et en fait, les étudiants en thèse, tout au long de leur thèse, sont encouragés à postuler à des petits financements, des petites bourses pour, aller échantillonner dans les muséums et cetera. Alors ça existe aussi en France, mais on encourage moins les étudiants à le faire en général. Enfin, en tout cas, moi, quand j'étais en thèse, c'était pas du tout le cas et éventuellement pour une bourse de 4e année. Mais donc du coup, ils sont beaucoup plus habitués à ça dès le départ et en fait, même en postdoc, quand ils démarrent leur postdoc, ils essayent d'avoir leur bourse indépendante où ils écrivent leur projet eux-mêmes et alors en France, on a ça aussi, évidemment en Europe beaucoup pour des Marie Curie, des choses comme ça qui sont des grosses bourses de postdoc. Mais je pense qu'aux États-Unis, on encourage les gens à le faire bien plus tôt. Et donc moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été recrutée d'abord sur un sujet qui était déjà écrit. Donc je travaillais sur, bref, l'évolution de la vision de l'écolocation chez les chauves-souris et ça, c'était ma boss là-bas avait, 3 ans de salaire, non 4 ou peut-être 4, ouais, 4 au départ de salaire, pour travailler là-dessus. Et donc je suis arrivée et par contre, elle m'a dit: «Voilà le projet qui a été écrit, maintenant fais-toi plaise, il faut creuser cette question-là». Donc c'était pas tant que ça balisé, enfin il y avait un peu des endroits, qui paraissaient intéressants. Donc au début, j'ai travaillé là-dessus. Mais en fait, très vite, bah, j'ai regardé ces chauves-souris et je me suis dit: «Ah là là, il y a des trucs à faire, sur les thématiques que j'avais étudiées en thèse» et donc j'ai commencé à regarder ça et là, je me suis dit: «Non, mais il y a vraiment un truc». J'avais l'intuition, j'étais là: «Mais en fait, il y a un truc à regarder là» et donc j'ai demandé à ma chef si je pouvais écrire mon propre financement, donc l'équivalent de l'ANR, donc qui s'appelle la NSF et là, il y a 2 solutions. Soit la fac autorise le postdoc à être investigateur dessus, soit elle autorise pas. Alors, heu, UCLA était moyen chaud pour ça, mais on a réussi à un peu s'en sortir, que je sois quand même co-investigateur. Donc en fait, j'ai écrit, la demande de financement en entier. J'ai trouvé les collaborateurs, avec l'aide un peu de ma PI ou pas d'ailleurs, enfin ça dépendait vraiment des collaborateurs et donc j'ai monté ce projet et au bout de la 2e tentative, on l'a eu et bah, du coup, j'avais mon propre projet qui finançait mon propre salaire et j'étais capable d'encadrer, bah, voilà, mes propres, étudiants dessus, hem et de je gérais la collaboration avec les 2 autres collaborateurs aussi. Parenthèse du coup classique, parce qu'on le dit depuis tout à l'heure, UCLA, j'imagine que c'est l'université de Californie à Los Angeles? Exactement, aux États-Unis, il y a un système qui s'appelle UC, Université de Californie. C'est des universités publiques, donc comme le CNRS par exemple, enfin qui est pas une université mais bref, enfin c'est un organisme public et il y en a plusieurs, Los Angeles, Santa Cruz, Irvine, Berkeley en est une, enfin voilà.
Oui, c'est ça, je cherchais le nom. Je savais plus c'était laquelle C'est ça. la plus chère. C'est en parallèle En des termes universités qu'on connaît des séries là, un peu genre Stanford et tout, qui sont elles les Ouais, universités privées, non, c'est ça? alors non, Stanford est privé. Voilà, Alors, c'est ça. en Oui, c'est ça, fait, en parallèle, ouais, ouais. UCLA, c'est bien moins cher. J'ai plus les chiffres en tête. En gros, je crois qu'in-state, donc si on est un étudiant de l'État, ça doit être à peu près 25 000 l'année et pour les gens qui sont pas de l'État, ça doit être 40-50 000 et pour les étudiants étrangers, 2 fois plus parce qu'eux, ils payent à balles. Voilà. Ouais, Ah, c'est ça. que je pense qu'on avait chipoté il y a pas si longtemps là pour, les étudiants qui étaient hors européens pour, qui mettent juste, 1 000 balles à la poche là pour les inscriptions. Quand tu vois les inscriptions aux États-Unis, même quand tu es de l'État, c'est hallucinant les différences Ah mais de c'est fou et puis c'est surtout qu'ils habitent, du coup, pas forcément enfin, pour trouver des logements, à des prix Ouais. raisonnables, c'est, juste intense, quoi. Alors les gens qui sont en undergrad, donc l'équivalent de la licence qui dure 4 ans aux États-Unis, donc en général, ils sont souvent logés sur le campus. Ça fait partie d'une espèce de package. C'est sûr qu'après en thèse, mais en thèse, ils payent pas les c'est pas pareil en fait, ils sont payés aussi une partie donc mais ouais, en fait, les gens commencent en général leur vie professionnelle avec ce qu'on appelle un student loan, donc c'est un prêt qui est très élevés. Ouais, conséquent. c'est ça. Voilà. OK. Et du coup, alors pour terminer un petit peu, sur toute cette aventure-là, tu nous disais un peu en introduction, enfin avec tout ce que tu nous as dit et toute cette expérience, tu es quand même dans une très belle institution française qui est le CNRS. Mais Oui, pourquoi? tout à fait. Du Mais coup, qu'est-ce pourquoi? qui fait tout ça? Qu'est-ce qui fait tout ça? En fait, alors moi, ça a été long, hein, pour avoir un poste, puisque ça fait 8 ans, en fait, de compte alors 8 ans, j'aime pas trop le mot précaire parce que, dans ma tête, précaire, en fait, c'est vraiment des gens qui ont, voilà, peu de ressources et des petits salaires et tout et c'est vrai qu'en postdoc, alors bon, c'est vrai qu'on n'est pas forcément toujours hyper bien payé, mais voilà, on a quand même un PhD, je veux dire, on peut se retourner, quoi. Donc, mais il y a une précarité qui est claire, qui est du fait que, bah, en fait, on ne sait pas, quand le contrat s'arrête, tout peut s'arrêter, quoi. Et l'académique, c'est hyper, traître parce que j'aime bien comparer ça au sport de haut niveau ou alors aux professions artistiques, genre, la danse, par exemple, la danse classique, la danse de ballet, où, on peut passer, toute sa vie à bosser, à tout sacrifier et puis si un jour, tout s'arrête et en fait, tout s'arrête, quoi et il y a pas de retour possible quasiment parce qu'il y a une pression, tellement forte pour publier, une course un peu à l'excellence qu'en fait, c'est une pression qui est assez énorme. Donc moi, pendant 8 ans, au début, ça allait. Après, quand j'étais prête à postuler, quand j'avais le dossier, le nombre de publications et de sous que j'avais rapportés suffisant, bim, covid, donc voilà, super. Ça voulait dire quasiment pas de poste pendant 2 ans. Enfin, pas en France, mais à l'étranger en tout cas et comme moi au départ je voulais pas forcément revenir en France, ouais, c'était difficile et après, je me suis rendu compte aussi que postuler aux États-Unis quand on n'a pas une thèse américaine, c'est plus compliqué parce que, même si on vient d'un établissement prestigieux en France, ils sont là: «C'est quoi ce truc?» Et puis après tout simplement ça a évolué aussi pour des raisons personnelles dans ma vie. J'avais envie de revenir en Europe, donc là j'ai postulé en Allemagne, en Angleterre, en France. J'ai eu une première offre en Angleterre à University College London, mais où ils payaient pas mon salaire en fait. Il fallait que j'arrive avec un gros financement et le temps d'avoir ce gros financement, j'ai eu le CNRS. Du coup, je leur ai dit: «Bon, là, au CNRS, ils m'offrent un poste à vie et ils payent mon salaire et j'ai pas à renseigner et qu'est-ce que vous m'offrez, en face?» Et bon, voilà, ils pouvaient pas donc du coup, je suis allée au CNRS. Et tu l'as passé combien de fois le CNRS? Alors moi, encore une fois, je suis, on va dire, assez différente par rapport à la personne classique, on va dire, qui va passer le CNRS puisque moi, je l'ai passé alors la première fois en 2021, je me suis inscrite mais bon, vite fait comme ça, pour me dire, «Je tente», voilà et là, j'ai pas été à l'oral. En 2022, j'ai été à l'oral, donc j'avais postulé dans 2 sections parce que moi, ma discipline est à cheval entre 2 disciplines, donc j'avais postulé en biologie du développement et en biologie de l'évolution. J'ai eu l'oral en biologie de l'évolution, ça s'est hyper bien passé et en fait, je l'ai pas eu, donc j'étais même pas classée du tout et là, ils m'ont dit, et donc j'ai demandé un retour et ils m'ont dit: «Ah mais on pensait que tu avais plus le profil biologie du développement». J'étais là: «Bah non» parce que mes questions enfin bref, mes questions sont plus évolutives et cetera et donc je l'ai repassé l'année suivante et là, par contre, je l'ai eu. Donc je l'ai passé au final, on va dire 2 fois sérieusement et 3 fois en tout. Hem, mais c'est assez anormal, on va dire, dans les parcours que les gens font parce qu'en général, les gens en France
vont partir en postdoc et puis à partir de la 2e, 3e année de postdoc, vont postuler, 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 postuler et donc le passer 4-5 fois. Moi, j'ai eu une trajectoire très différente parce que je suis vraiment partie longtemps. J'ai été oubliée, ce qui est pas forcément la meilleure chose à faire. Je pense dans mon cas, c'était pas plus mal et revenue et surtout, j'ai eu la chance de, au départ, voilà, comme je le disais, j'avais pas forcément la France en ligne de mire, mais par contre, j'ai des gens de mon institut ici à l'ISEM qui m'ont sauvée un peu, hein, je les remercierai jamais assez, mais qui, voilà, ont vu mes posters dans des conférences, mes talks et ils étaient là: «Mais on aime bien ce que tu fais, tu voudrais pas revenir en France et tout?» Et en fait, ça s'est bâti un peu comme ça, au fil des années et après j'étais là: «Mais en fait, c'est génial ce qu'ils font, cet institut, il est génial». Enfin, je le savais déjà, mais en fait, d'avoir des gens sur place qui m'ont soutenue aussi, le soutien est hyper important pour les concours. Hem, voilà, ça m'a permis d'avoir la confiance et de rentrer et cetera. Mais encore une fois, je pense que c'est pas du tout classique, je pense pas que je conseillerais à qui que ce soit de partir pendant longtemps, de plus avoir de contact avec la France et de revenir. Je veux dire, ça n'arrive vraiment pas souvent ça. Mais est-ce Donc que tu conseillerais de faire des concours? Parce que moi, c'est un sujet qui m'a souvent, trotté dans la tête. Est-ce que tu conseillerais à des jeunes, chercheurs de faire, des concours dès la 2e, 3e année, de postdoc? Ou est-ce que tu penses que c'est bien aussi d'attendre et de se dire parce que comme tu le disais, toi, tu étais prête, tu avais le nombre de publis, tu avais tes financements, tu te sentais prête aussi pour, oui, ben, je pense c'est dur à dire, je pense, c'est un bon, déjà, je pense on dit qu'il y a des règles, en fait, c'est dur d'avoir des règles, même s'il y a des grandes tendances. Hem, Moi, je pense que du fait que j'avais pas forcément super confiance en moi à la fin de mon postdoc, la fin de ma thèse m'a bien rétablie aussi psychologiquement quand même, faut le dire. Hem, c'est arrivé à un moment donné où aussi j'étais pense plus en phase pour y aller et moi je pense que j'aurais jamais eu le CNRS ni le gros financement européen que j'ai eu si j'étais pas allée aux États-Unis. Clairement, mais c'est personnel, c'est-à-dire je vois des gens ici qui passent les concours, qui sont là: «Ouais, je devrais l'avoir et tout». Je veux dire, moi j'ai jamais été dans cet état d'esprit quoi. En tout cas avant. Parce que voilà, juste, je pense que c'est un truc assez féminin aussi, de on va moins et je pense que les États-Unis où les gens sont beaucoup plus comme ça, à y aller, à tenter des trucs, ça m'a vraiment libérée de ce point de vue-là. Donc ça, c'est une première chose. Maintenant, je pense qu'en France, quand même, la règle, c'est qu'au concours, notamment au CNRS, je peux pas parler pour maître de conf parce que j'ai pas passé ces concours-là. Ils aiment bien avoir les gens plusieurs années de suite et ils aiment bien voir le dossier évoluer. C'est-à-dire quand les gens se présentent au CNRS, voilà, il y a une première fois et puis après les gens voient que, ah, il y a une publi de plus, une idée de plus, un grant de plus. Donc ils aiment bien voir les gens évoluer et au CNRS, il y a bon, c'est assez technique, mais il y a l'histoire des sections qui changent tous les 5 ans et donc en fait, c'est bien d'être les gens nous voient au début de la section, ils sont là: «Ah, cette personne a l'air pas mal» et ils la voient évoluer au fil des années et comme c'est un peu les mêmes gens qui restent dans la section pendant 5 ans, bah, ça peut permettre voilà, s'ils voient quelqu'un qu'ils aiment bien, mais que le profil est un peu jeune, le voir évoluer, ça peut être positif. Mais c'est pas une règle absolue non plus et ça dépend des sections aussi, C'est le voilà. c'est j'allais justement terminer et rebondir sur ça de ce qu'on en voit aussi, puisque du coup, la différence entre Cécile, moi, ensemble et Alexa, c'est que du coup, Alexa est un peu avant nous, ou un peu après nous, Oui, on va dire, dans la carrière, mais du coup, un peu avant nous oui, dans le cursus en termes de temps et effectivement, c'est vrai que moi, j'ai tendance à dire aussi des fois alors pour le système de section, en gros, considérer, pour ceux qui savent pas ce que c'est encore, considérer qu'en gros, le CNRS, c'est la seule institution française qui regroupe la totalité des types de recherches qui peuvent exister. Donc, que ça soit des sciences humaines, des sciences naturelles, que tous les types de sciences existent. Il y a des tutelles différentes, il existe d'autres types voilà, il y a mmh, l'INRAE, il y a l'IRD, et tout, qui ont plus des spécialités de recherche, on va dire. Mais le CNRS, c'est la seule qui englobe tout. Et donc, du coup, bah, quand on englobe tout ça, on peut pas être en compétition avec, moi, par exemple, Alexa ou Cécile ou moi-même, on peut pas être en compétition avec quelqu'un qui fait de la science de la littérature du 15e siècle en France, je sais pas, je dis n'importe quoi. Donc, forcément, il y a des sections, des grandes catégories. Donc, en gros, de type de recherche et effectivement, du coup, pour reprendre ce que disait Alexa, c'est vrai que finalement, il y a moi j'ai tendance souvent à dire, il y a autant de CNRS qu'il y a de sections qu'elle habite, quoi. C'est-à-dire que vraiment les exactement. réflexes dans l'une ne sont pas les mêmes dans l'autre, j'ai cru même comprendre, alors si tu le sais maintenant que tu es au CNRS, peut-être que tu sauras nous confirmer ou nous infirmer ça. Alors est-ce que ça l'était déjà ou est-ce que c'est le nouveau fonctionnement? Parce que le CNRS, on est en 2025 cette année, donc change, voilà, il y a des nouvelles sections qui apparaissent, à la rentrée, il y a des numéros qui se décalent, bon voilà, bon peu importe.
Mais tout ça pour dire que j'ai cru comprendre maintenant aussi qu'il y avait une espèce de turnover des jurys des sections. C'est-à-dire que c'était pas forcément prendre tous les jurys, ils sont là 5 ans et on renouvelle tout. Genre qu'il y avait des points communs, il y avait des morceaux de jury qui des fois faisaient les liens, qui étaient on renouvelait pas la totalité du jury Ah, je tous vois les ce que tu 5 veux ans, mais dire. qu'en gros c'était un tiers ou un quart ou un C'est demi. tous Alors les après 4 ans. ouais, c'est ça, mais que ça tourne quoi. C'est jamais complètement on repart pas complètement de Ouais, zéro avec que des inconnus à chaque fois. non, 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 alors je crois qu'on ça a jamais été vraiment Ah le voilà, cas c'est ça, ça. mais il y a quand même un gros renouvellement, voilà, tous les 4 ou 5 ans de la section, mais après tous les ans, il peut y avoir des gens qui changent aussi, quand Voilà, c'est même. ça. Il y a une espèce de fil rouge en même temps de ces, grosses vagues, Mais il y a quand même un effet section fort, hein, moi je sais que pour la 29, enfin, c'était assez clair, ouais, la différence, moi j'aimais bien celle qui est actuellement, bon qui va arriver à échéance là bientôt, mais ah beh, c'est cette année, je crois, hein. Je ouais, c'est crois qu'ils cette les année, changent puisque ouais, du c'est coup, on ça. change de système de section, On change de à système en la plus, c'est rentrée, ça, ouais, ouais, ouais. septembre là, donc à mon avis, je pense que ça doit être cette année qu'il y a un turnover assez important. Donc OK, beh, merci Alexa, on arrive à la fin de cette interview. Merci beaucoup Alexa pour ton retour. On espère qu'avec, que tu peux nous amener beaucoup d'informations et de façons de faire, qui sont aux États-Unis et qui sont bénéfiques pour ce qu'on peut faire, nous, en France et puis on espère quand même on le doute bien que tu es bien heureuse ici, que tu es bien contente, d'être, Oui, oui, dans cette oui, belle oui. Ah institution bah, aussi. Non, non, mais on ça se doute c'est bien, bien. c'est cool d'avoir ce Ouais, ouais. profil-là, très, entre guillemets, je sais pas si le terme de contrasté est le bon terme, mais en tout cas très, diversifié entre ce qui peut se faire aux États-Unis, qui est quand même assez différent de ce qui peut se faire en France. Surtout qu'on l'entend encore plus en plus dans l'actualité aujourd'hui avec le tout ce qui se passe aux États-Unis en ce moment. Donc, du coup, voilà, c'est intéressant d'avoir ton point de vue. Merci beaucoup, on espère que ça t'a plu, Alexa, de nous Bah, ouais, raconter, tout super, ça. merci de m'avoir Et beh, invitée. merci à toi, Cécile. On se retrouve, Ouais, pour un prochain. oui, merci beaucoup Alexa et puis on se retrouve, très bientôt pour un nouveau podcast. Dernier point, podcast science, on retrouve ça sur toutes les plateformes. Donc vous avez Alexa, puis vous avez d'autres personnes, que vous découvrirez, Exactement, Pierre Kerner, qui est maître de conf au muséum, qui fait beaucoup de choses et Léa Eberlé qui est vulgarisatrice. Plein de gens, voilà, qui pourront, vous parler de la science, voilà. voilà. Donc si vous voulez des compléments plus scientifiques par rapport à nous, bah, vous avez Podcast Science que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes et 10 heures en plus. Voilà, on finit par, finalement se bâcher de notre propre promotion, mais c'est pas grave parce que nous, ça nous fait plaisir, on est là pour partager. Merci beaucoup Alexa, merci Cécile et on se retrouve pour un prochain podcast.